À l'extrémité orientale du continent africain, là où la terre s'élève comme un mur solitaire contre le ciel, se trouve le mont Kilimandjaro. Une montagne ancienne haute de plus de 6000 mètres, dont la silhouette de pics enneigés et de pentes brûlées par le soleil sépare la savane de la forêt de montagne, le brouillard de la sécheresse, la vie de la mort. Ici, sous un ciel qui brûle aussi bien haut que bas, plus de 150 espèces de mammifères et d'oiseaux résistants chassent et meurent. Le léopard se cache parmi les hautes branches d'un arbre solitaire où l'ombre n'offre pas de repos, mais une embuscade. Plus loin, une girafe traverse la cime des acacias, son cou impossible fendant l'horizon avec une lenteur rituelle. Des colonnes de babouins patrouillent leur territoire, tendues et agressives, tandis que des serpents au corps épais et mortels se reposent sous les pierres brûlantes, prêts à défendre leur place. Même les fourmis de l'armée traînent leur faim en formations implacables. Chaque aube, lorsque la brume se retire et que la terre sombre révèle à nouveau ses chemins, le cycle recommence. La mort veille depuis la cime des arbres, les hautes herbes, les branches tortueuses. Un caracal avance comme une ombre brève et tendue, sans nom, sans témoin. Tandis que dans les hauteurs, là où l'air se raréfie et le givre recouvre les rochers à l'aube, d'autres créatures, plus discrètes et endurcies, résistent au froid d'impossible des sommets, s'accrochant à une vie qui semble suspendue dans le temps. Le Kilimandjaro n'est pas une carte postale, c'est une frontière vivante où les règles changent avec l'altitude et où le danger guette à chaque tournant. Ici, pas de pitié. La vie n'est pas un droit, c'est une conquête qui doit être répétée chaque jour, sans relâche. Les prédateurs chassent, les herbivores fuient, et quand personne ne regarde, c'est la terre elle-même qui décide. Rien n'est garanti. Le plus fort peut succomber à une maladresse, le plus rapide peut mourir dans une embuscade, le plus prudent peut ne jamais revenir. Et les petits, ces minuscules habitants qui dérangent à peine le sol en passant, peuvent tomber dans leur propre labyrinthe de mort. Ce n'est pas un refuge, ce n'est pas non plus l'enfer. C'est un territoire vierge où la loi n'est pas écrite, elle est imposée par la force, la violence et le sang. Bienvenue au Kilimandjaro. La montagne qui respire, observe et revendique sa propre. Sur les pentes inférieures du Kilimandjaro, là où les forêts se brisent en clairières déchiquetées et où la brume matinale est emprisonnée entre les troncs d'acacias tordus, se déplace l'une des créatures les plus énigmatiques de cet écosystème. Le léopard, patient, invisible, fait du silence son outil et de la furtivité une extension naturelle de son corps. Dans ces terres où la végétation dense alterne avec des étendues de terre sèche et des fragments de forêt de montagne, ce félin a perfectionné l'art de disparaître. Contrairement aux autres grands prédateurs du Kilimandjaro, le léopard ne domine pas par le nombre ou la force brute. Il ne chasse pas en meute et ne revendique pas de territoire en criant. Il préfère la solitude, l'obscurité et les sentiers que lui seul connaît. Il se déplace sans témoin, marquant sa domination par des signes minimes. Une trace d'urine à la base d'un tronc, une marque légère sur l'écorce, une empreinte fraîche sur la berge d'un ruisseau. Personne d'autre n'a besoin de savoir ce qui s'est passé là-bas, sauf lui-même. Son corps est taillé pour ses limites. À première vue, il donne l'impression de ne pas avoir un seul gramme de graisse. Chaque fibre musculaire est exposée sous sa peau tachetée, une structure compacte et flexible, puissante, qui se déplace avec un mélange de poids et de légèreté inhabituelle chez les grands félins. Là où le lion affiche une masse imposante, le léopard suggère une force contenue. Cette musculature lui permet d'accomplir un exploit que peu d'animaux peuvent égaler. Grimper aux arbres verticaux, emportant dans ses mâchoires des proies souvent plus lourdes que lui. Ce comportement n'est pas une extravagance, mais une nécessité vitale. Les charognards abondent sur le Kilimandjaro. Hyènes tachetées, chacals, vautours et mangoustes patrouillent sans relâche à la recherche de miettes faciles. C'est pourquoi un cadavre au sol ne peut subsister que quelques minutes avant d'être contesté.
Le léopard traîne donc ses victimes vers les hautes branches, loin de ses adversaires terrestres. Là, parmi les feuilles et l'ombre, il les dévore en paix. Et même si monter avec une telle charge semble impossible pour tout autre animal, il le fait avec une facilité déconcertante, grâce aux muscles abdominaux et des épaules qui agissent comme un ressort refoulé. Mais les arbres ne sont pas seulement votre garde-manger privé, ils sont aussi un refuge et une tour de guet. De là, il observe, dort ou reste simplement immobile pendant des heures, attendant que son environnement lui révèle sa prochaine opportunité. Et lorsque la température baisse et que les ombres s'allongent, il redescend, se fondant dans le sol tacheté de lumière. La beauté du léopard ne se résume pas à un simple ornement. Ces taches sont un chef-d'œuvre d'évolution. Ce motif irrégulier et fragmenté le rend invisible dans la mosaïque d'ombres et de lumière de la forêt et du sous-bois des basses terres du Kilimandjaro. Là où un animal au pelage uniforme trahit sa présence, le léopard disparaît. Et cette même esthétique, efficace pour la chasse, sert un autre objectif dans la sélection sexuelle. Les individus aux motifs plus définis et symétriques sont généralement préférés comme partenaires. La qualité de leur pelage et la brillance des marques sur leur visage et leur cou sont des indicateurs directs de leur santé et de leur capacité génétique à éviter les prédateurs et à attraper leurs proies. Contrairement aux lions, qui s'organisent en groupes structurés et coopèrent pour chasser et défendre leur territoire, les léopards sont des animaux solitaires. Ils ne chassent pas en couple. Ils ne partagent pas leur proie. Chaque individu occupe son propre domaine, ne croisant qu'un seul autre individu pendant la saison des amours. Même alors, l'interaction est brève, pragmatique et marquée par une vigilance constante. La rencontre entre deux léopards adultes est aussi intense que brève. Ils se reconnaissent, s'approchent avec prudence et pendant ces journées, le mâle accompagne la femelle, la protégeant des autres prétendants. En dehors de cette période de reproduction, les rencontres se terminent souvent par une agression. Les léopards évitent leurs congénères par pure efficacité. Toute proximité inutile représente un risque qu'ils préfèrent éviter. Deux prédateurs aux habitudes identiques en compétition dans le même espace ne font que réduire leurs chances de survie. C'est pourquoi chacun se déplace le long d'itinéraires différents, en utilisant des arbres spécifiques, des chemins secrets et des réservoirs d'eau qu'ils gardent comme des connaissances privées. Et c'est ici, dans cette région de pentes boisées et de cols de roches volcaniques, que le léopard trouve un avantage unique sur les autres chasseurs. Le mont Kilimandjaro, avec sa topographie irrégulière, ses clairières et ses hauteurs dispersées, offre un terrain idéal à cet animal. Aucun autre prédateur sur ces terres n'exploite cet environnement tridimensionnel comme lui. Là où les lions patrouillent, dans la savane ouverte et où les hyènes errent en meute, le léopard prend possession des hauteurs, des recoins cachés, des sentiers que les autres ignorent. Il n'entre en compétition directe avec personne. Il se glisse entre les hiérarchies établies, invisibles, mortels et silencieux. Alors que l'après-midi s'approche et que la lumière filtre à travers la cime des arbres, le léopard, caché dans les broussailles basses, observe. À quelques mètres de là, un singe colobe s'avance. Il sent qu'il a été découvert. La tension est palpable dans l'atmosphère immobile, où même le vent ne semble pas oser souffler. Le colobe court vers le tronc le plus proche et grimpe rapidement, cherchant refuge dans les hautes branches. Mais cette forêt n'offre pas beaucoup d'échappatoires. La cime des arbres s'éclaircit, et au sommet, il n'y a de place que pour un seul. Ce que le singe ignore, c'est que le léopard n'a pas peur du vide. Le léopard s'élève, ses pattes s'agrippent fermement au tronc rugueux, son corps tout entier s'adaptant à l'angle de la montée. Ses muscles se tendent, son regard fixé sur les mouvements agités de sa proie. Alors que la distance se réduit, le colobe réalise qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il ne lui reste qu'une seule option. Dans un instant suspendu, le singe bondit, non pas vers le bas où la chute serait fatale, mais vers la cime d'un arbre voisin. Un bond improbable, désespéré, plus instinctif que calculé. La branche craque sous son poids, mais tient bon. Le léopard s'immobilise net. D'en haut, il le regarde disparaître parmi les feuilles de l'arbre voisin. Il n'y a ni frustration ni colère.
Dans le monde du léopard, il n'y a pas de temps pour les regrets. L'énergie gaspillée dans une tentative ratée doit être récupérée ailleurs. Sans s'arrêter, il descend du tronc et retourne dans les buissons, avec le même calme qui l'avait conduit là. Ce même jour, le soleil commence à se coucher et, avec lui, la température baisse. Les clairières sont remplies de longues ombres et les petites antilopes quittent leur cachette pour se nourrir. Parmi eux, un Madokoa avance à petits pas nerveux, ses oreilles bougeant comme de minuscules antennes, scrutant constamment. Dans son monde, tout peut être une menace. Mais cette fois, pas de poursuite. Juste un regard fixe et immobile depuis le fourré. Le léopard attend. Caché dans l'ombre d'un rocher volcanique, à quelques mètres d'un buisson épineux, le Madokoa s'approche, confiant dans la fausse sécurité offerte par le coucher du soleil. D'un bond contrôlé, le léopard parcourt la distance en 2 foulées. Cette fois, il n'a aucune chance de s'échapper, ni aucune branche pour se mettre à l'abri. L'embuscade est propre, mortelle, silencieuse. Avec sa proie bien en main, le léopard ne reste pas au sol. Comme il l'a fait à maintes reprises, il grimpe avec sa proie jusqu'aux hautes branches d'un arbre solitaire. Là, tout en haut, là où ni les hyènes ni les chacals ne peuvent l'atteindre, il s'installe pour dévorer son trophée. Il le fait sans hâte, sans faire de bruit. Seul un léger craquement d'os brise le silence de l'après-midi. Quelques heures plus tard, l'estomac plein et sa proie éparpillée sur les branches, le léopard se couche dans la fourche de l'arbre. Son corps, qui pendant la journée s'est tendu et déployé dans des mouvements de chasse, se repose maintenant, mais sans baisser la garde. Du haut de sa hauteur, il observe les environs. La jungle nocturne s'agite, mais il n'a plus besoin de bouger. La journée lui appartient. Il a échoué et gagné, comme c'est le cas depuis des générations. Depuis la canopée, seuls leurs yeux restent ouverts, reflétant la faible lumière de la lune qui commence à se lever au-dessus du Kilimandjaro. Le même léopard, qui est profondément craintif, s'expose parfois à des situations que d'autres animaux ne feraient jamais, mais il le fait. Il commence sa journée tôt, alors que tous les autres prédateurs sont encore en train de se remettre de la matinée, se réveillant avec une certaine fatigue. Le léopard numéro, c'est une véritable machine à tuer. Un tueur toujours en quête de nouvelles proies et de situations qui font monter son adrénaline à son paroxysme. Son voyage n'est pas si long. Quelques jours plus tôt, il avait repéré un grand groupe de babouins, un groupe vraiment grand. Il connaît leurs habitudes, leurs routines, tous les endroits où leurs fraises potentielles ont tendance à vivre. Les flaques d'eau où ils boivent de l'eau, où ils laissent leurs petits lorsqu'ils partent à la recherche de nourriture, mais surtout où ils cherchent un abri lorsqu'ils ont besoin de se reposer, à l'ombre du soleil du Kilimandjaro. Anticipant qu'il serait endormi à 7 heures du matin, le léopard commence sa chasse. Il s'approche lentement, posant son corps au sol lorsqu'il pense être vu. Lentement, mètre par mètre, il s'approche. Mais les babouins, toujours en alerte et sur leur garde, sont alertés lorsque le léopard est à portée de frappe. Ce ne sont pas des singes, ils ne sont pas innocents, et surtout, ce ne sont pas des lâches. L'un d'eux crie, il donne des signaux, et la grande majorité d'entre eux se réveillent de leur sommeil. Le léopard doit maintenant faire face à son erreur, à son arrogance fatale. Ce n'est pas son style de s'échapper, car c'est un symbole de lâcheté. Décidé de les affronter, le grand groupe de babouins approche. Ils sont des dizaines, et, découvrant leurs énormes dents, ils se rapprochent du cercle. Ils tentent de l'attaquer en titubant, le repoussant. Ils hurlent et tiennent la queue haute, signalant qu'ils ne se rendront pas tant qu'il ne sera pas mort ou qu'il n'aura pas abandonné les lieux. Le léopard fronce les sourcils. Il grogne. Lorsqu'un babouin s'approche, il attaque avec ses griffes acérées, frappe l'un d'eux, s'éloigne, et un autre réessaie. Pendant quelques minutes, la tension reste palpable. Aucun camp ne cède. Les babouins avancent, le léopard se défend, sans détourner le regard, sans montrer de peur. Mais intérieurement, le calcul a commencé. Ce n'est pas un lion qui peut compter sur l'aide de ses pairs, ni un prédateur à la force collective. Le léopard est seul et il sent qu'il n'y a aucun honneur à mourir par obstination, ni aucune victoire dans une bataille impossible. Avec un dernier regard furieux, le léopard recule. Non pas comme vaincu, mais comme s'il comprenait que le temps perdu dans une confrontation inutile est du temps volé à sa prochaine chasse. Il s'enfonce dans les sous-bois, disparaissant dans l'ombre du Kilimandjaro.
Ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la prudence. Car dans la jungle, le courage ne se mesure pas toujours à l'endurance. Parfois, il se démontre en sachant abandonner, laisser sa colère se calmer et réserver ses forces pour le moment opportun. Il a perdu la bataille, mais pas la guerre. Car, tandis que les babouins célèbrent leur petite victoire, le léopard a déjà décidé de revenir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais à un moment donné, l'un d'eux fera une erreur. Il baissera sa garde. Et puis, le chasseur acharné, sans avertissement ni pitié, réglera ses comptes. Dans les crevasses sèches, sous le soleil implacable qui brûle le Kilimandjaro sur ses contreforts, des secrets se dévoilent que les mammifères ne pourraient jamais imaginer. Les serpents de la région, de la vipère cracheuse, sombre et furtive à la vipère casquée, robuste et énigmatique, révèlent un monde où la vie suit des règles différentes et anciennes, sans compromis sociaux. Ces serpents, qui se reposent dans la chaleur accumulée sur des pierres ou se glissent parmi des feuilles sèches, peuvent rester dans des états d'activité presque nuls pendant des heures, sans que leur métabolisme ne trahisse leur présence. Contrairement aux mammifères, dont la température corporelle fluctue constamment, les reptiles ralentissent leurs processus vitaux au minimum, comme si le temps s'était arrêté dans leur corps. Dans ce calme absolu, ils survivent sans laisser de traces thermiques, invisibles à l'œil et au pouls de l'environnement. Cependant, la coexistence avec d'autres reptiles n'implique ni affection ni alliance. Un équus et un bytis peuvent partager le même terrier ou la même zone de chasse, non pas par accord, mais parce que le prix d'une confrontation violente est plus élevé que la tolérance temporaire. Là-bas, l'indifférence est de mise. Ni hiérarchie ni rôle social ne sont respectés, seulement une froide acceptation de la présence de l'autre, calculée en fonction de l'énergie que l'on pourrait perdre dans une bagarre. Le cannibalisme est une autre facette de cette économie brutale. Une vipère peut tout simplement dévorer un autre serpent. Un acte fonctionnel qui ne modifie pas la structure de la population et ne génère pas de conflits ultérieurs. En revanche, dans le règne des mammifères, le cannibalisme est un phénomène lourd de conséquences sociales et émotionnelles. Chez les reptiles, en revanche, il s'agit d'un acte fonctionnel dépourvu de conflit social, une pratique qui reflète une biologie beaucoup plus ancienne et pragmatique. Ainsi, dans ce monde reptilien, la vie se déroule au rythme de la survie pragmatique, un théâtre où les émotions et les relations sont laissées en coulisses. Sur ces terres, la biologie la plus ancienne se manifeste dans ses formes les plus pures, et le Kilimandjaro recèle ces histoires silencieuses que les mammifères ne pourront jamais comprendre. À l'ombre fraîche d'un arbre abattu, une vipère casquée repose, immobile, sur la terre chaude. Son corps épais et triangulaire reflète la lumière filtrée. Mais ses petits yeux fixes révèlent une vigilance constante, un calcul perpétuel des risques et des opportunités. Contrairement à ses mammifères voisins, il ne montre ni tension ni peur en présence d'une mangouste, l'un de ses principaux prédateurs. La vipère sent très bien que son armure venimeuse et sa peau épaisse suffisent à dissuader la plupart des attaques. Lorsque la mangouste s'approche, se déplaçant rapidement et avec audace, la vipère reste impassible. Il n'y a pas de combat ou de fuite immédiat. Le reptile compte sur l'efficacité de sa défense et sur l'indifférence calculée qu'il maintient envers ses ennemis potentiels. Ce n'est que si la menace devient imminente qu'il réagira par une attaque rapide, mortelle et ultra rapide. Ce moment de coexistence tendue mais pacifique résume la philosophie reptilienne. Énergie économisée, confrontation évitée, survie à long terme. Alors que la mangouste cherche une opportunité, la vipère conserve ses forces, consciente que dans le monde reptilien, le conflit n'a de sens que s'il garantit un bénéfice tangible. Il n'y a pas de place pour les émotions, seulement pour les décisions qui s'étendent sur des millénaires. Plus loin, dans un autre creux de terre poussiéreuse, un échis, le pyramidum, se faufile lentement dans l'obscurité des branches tombées. Personne ne le voit, personne ne l'entend. Mais son venin, plus mortel que celui de la vipère casquée, peut arrêter le cœur d'une antilope en quelques minutes. Ici, parmi les prédateurs qui se chassent les uns les autres, même le silence peut tuer. Et tandis que les mammifères luttent pour affirmer leur pouvoir, dans les profondeurs du Kilimandjaro, ces créatures invisibles maintiennent leur règne ancestral. Personne ne les défie, personne ne tente d'enfreindre leurs lois, car il n'y a pas de pacte possible avec ce qui vit sans émotion.
Tandis que les vipères se reposent dans leur léthargie, cachées sous les pierres et les racines sur les pentes inférieures du Kilimandjaro, une autre menace, plus petite mais non moins implacable, est en mouvement. Ici, là où la brume s'accroche à la montagne à l'aube et humidifie les sombres sentiers de terre, une foule organisée se déplace sous les feuilles. Ce sont des fourmis légionnaires. Elles ne construisent pas de nid permanent ni de tunnels, elles sont nomades. Leurs colonies peuvent voyager pendant des jours, parcourant de longs kilomètres à travers des parcelles de forêts humides, détruisant tout sur leur passage. Chaque individu semble insignifiant, mais ensemble, ils forment une unité implacable. Un courant vivant qui avance, traque et consume sans laisser de traces. Ils ne construisent pas de nid ni de tunnels permanents. Ils sont nomades. Leurs colonnes peuvent atteindre des dizaines de mètres de long et à l'intérieur règne une discipline stricte, régulée par des traces chimiques. Les ouvrières suivent les phéromones que d'autres ont laissés au sol et, grâce à cette odeur invisible, parviennent à maintenir la cohésion du groupe. Mais parfois, au milieu du chaos du terrain, à une bifurcation mal marquée, un fragment de la colonne perd le sentier principal. La désorientation est minime, presque imperceptible au début. Une ligne de fourmis, ensuite une autre, puis une autre. Et sans s'en rendre compte, elles forment un cercle. C'est le début d'un phénomène rare mais mortel, la spirale de la mort. Des milliers de corps suivent la trace de ceux qui les ont précédés, tournant inlassablement autour d'un centre vide. Le cercle s'élargit, grandit, se compacte, tandis que les fourmis continuent leur marche sans comprendre qu'elles poursuivent leur propre compagne. Vu du ciel, cela ressemble à un tourbillon sombre, un piège de son propre instinct. Pendant des heures, la spirale reste active. La fatigue et la chaleur provoquent l'effondrement des premières spirales sur les bords. Ceux qui tombent sont ignorés et la marche continue. Il n'y a ni but, ni prédateur, ni échappatoire. Juste l'écho chimique d'une erreur. Les raisons de ce comportement sont simples. C'est une conséquence directe de leur système de suivi collectif qui repose entièrement sur des signaux olfactifs continus. Si ces signaux sont accidentellement interrompus ou détournés et qu'aucun individu ne se reconnecte à la colonne principale, le groupe est pris dans une boucle. Parfois, lorsqu'une fourmi éclaireuse parvient à traverser la spirale et à trouver un nouvel itinéraire, elle peut établir une nouvelle piste et briser le cercle. Mais si aucun d'entre eux n'arrive à temps, ils meurent tous là-bas, marchant dans le vide. La plupart du temps, la spirale se dissout par épuisement. Des centaines de corps gisent au sol et quelques survivants dispersés rejoignent d'autres colonnes ou disparaissent dans les sous-bois. Voilà comment fonctionne ce mécanisme. Sans intention, sans morale, sans leçon. Seul le poids froid d'une organisation aveugle et des accidents qui, même dans la nature la mieux réglée, peuvent conduire à la catastrophe. Au milieu de cette dispersion, alors que la spirale commence à se fragmenter et que des centaines de fourmis désorientées s'éloignent du cercle, le sol devient une mosaïque de corps erratiques. Parmi les branches basses d'un buisson, un touracot de Hartlaube reste immobile. Cet oiseau, habitant discret des forêts de montagne, est avant tout frugivore. Mais dans la jungle, chaque occasion compte et les insectes non protégés sont une ressource à ne pas gaspiller. Le touracot descend, rapide et silencieux. Il atterrit à quelques centimètres du tumulte. Il picore les insectes qui s'éloignent de la spirale, se concentrant sur les individus les plus lents, ceux qui se sont suffisamment éloignés pour être sans défense. Pour lui, la désintégration de la colonne vertébrale n'est pas dramatique, juste une nourriture accessible et facile à digérer. Ainsi, des fragments de la catastrophe nourrissent d'autres, ce qui pour certains est un désordre fatal, pour d'autres une ressource, une opportunité au milieu du chaos. Dans les plaines ouvertes et les clairières boisées des contreforts moyens du Kilimandjaro, où les prairies cèdent la place à des acacias épars et à des broussailles épineuses, marchent les plus grandes créatures du continent. Les girafes, avec leur peau beige et leurs marques brunes distinctes, dominent le paysage d'en haut, comme d'anciennes sentinelles observant le monde depuis une autre dimension. À première vue, sa démarche semble calme, mais derrière cette image d'immobilité se cache une créature aux extrêmes biologiques et aux pulsations violentes. Car ce serait une erreur de croire que leur monde est exempt de sang.
Il serait naïf d'imaginer qu'une espèce ayant survécu pendant des millions d'années avec le cou le plus long de la nature y soit parvenue sans une once de brutalité. Les mâles adultes, poussés par la chaleur de la saison de reproduction ou par les conflits autour des zones de recherche de nourriture, se livrent à des combats formels et méticuleux. Ils se battent en utilisant leurs longs coups comme projectiles pour attaquer leurs ennemis, et chaque coup avec la force concentrée dans la tête et les cornes recouvertes de fourrure peut fracturer les os ou provoquer l'effondrement d'un adversaire. Les ossicones, apparemment inoffensifs, sont des armes dévastatrices. Certains mâles développent des dépôts de calcium qui durcissent leur front et leur couronne, les transformant en masses osseuses. La tête d'une girafe mâle au combat est, en réalité, une boule de démolition vivante. Ils se battent principalement pour des droits d'accouplement, mais aussi pour des hiérarchies temporaires, l'accès aux arbres les mieux approvisionnés, ou simplement pour résoudre des tensions accumulées dans des groupes lâches, où il n'y a pas de troupeau permanent, mais plutôt des groupements changeants. Sur le plan anatomique, son existence défie toute logique. Cet animal a repoussé sa nature à des limites frisant l'impossible. Son cou, qui peut atteindre plus de 2 mètres de long, est soutenu par une série de vertèbres cervicales allongées et un réseau de muscles et de tendons prodigieusement adaptés. Pour pomper le sang vers son cerveau, à plus de 5 mètres de hauteur, son cœur de 14 kg génère une pression interne 2 fois supérieure à celle d'un être humain. Si une girafe avait l'anatomie cardiovasculaire d'un animal terrestre typique, elle s'évanouirait à chaque fois qu'elle relèverait la tête. Chaque action quotidienne l'oblige à effectuer des manœuvres complexes. Pour boire, elle doit écarter ses pattes avant dans une position inconfortable et s'accroupir, vulnérable, un désavantage bien connu des prédateurs. Même dans ce simple geste, il est évident que cette créature est un miracle biologique, obligé de redéfinir son comportement par les singularités de sa conception. Parce que les girafes ont fait cela pour atteindre les fruits les plus hauts dans les arbres. Sinon, elles n'auraient pas pu survivre dans un environnement où la concurrence au sol est féroce et constante. Même lorsque le miracle de la vie se produit, ces conditions sont extrêmes. Une girafe, enceinte depuis environ 15 mois, quitte le groupe quelques jours avant de mettre bas. Elle le fait silencieusement, se réfugiant dans un endroit abrité pour donner naissance à un petit qui tombe d'une hauteur de près de 2 mètres. Ce premier impact est le début inévitable de son existence. Il y a aussi un détail presque secret. Les sabots d'une girafe nouveau-née sont recouverts de tissu mou qui protège la mère pendant l'accouchement. Ce tissu durcit rapidement après la naissance, en quelques heures, permettant au bébé de marcher rapidement, car ici, rester immobile équivaut à une mort instantanée. Et c'est dans cette scène finale que la nature accorde un répit. La mère reste auprès de son petit, sa silhouette gigantesque projetant une ombre sur le sol brûlé par le soleil de l'après-midi. Le nouveau-né vacille, fait ses premiers pas maladroits. Le vent agite les feuilles d'acacia. Il n'y a ni sang, ni combat, ni mort à cet instant. Seulement la continuité silencieuse de l'espèce. Parce que dans le monde des herbivores, même si la vie est toujours une question de survie, il y a des moments de paix et de repos. Et dans cette image, entre la lumière oblique et les branches immobiles, le mont Kilimandjaro respire. Parmi les roches chaudes qui parsèment les pentes inférieures du Kilimandjaro, dans les clairières où le soleil brise l'ombre et la terre se fissure à midi, existe une créature discrète qui altère à peine le paysage. Les vautours des rochers, petits mammifères au corps compact et à la fourrure brune, se glissent entre les crevasses et les surplombs sans attirer l'attention des prédateurs plus gros. À première vue, on pourrait les confondre avec de gros rongeurs ou des lapins sauvages. Mais sous cette apparence banale se cache une histoire ancienne. Isolés et prudents, les procavidés mènent une existence quasi monotone. Ils se nourrissent de feuilles sèches, de petites pousses et d'herbes basses. La journée commence tôt, lorsque le rocher conserve encore la fraîcheur de la nuit, et se termine avant que les prédateurs nocturnes ne s'emparent de la terre. Ils ne chassent pas, ils ne traquent pas, ils ne combattent pas. Ils fuient ou restent immobiles, comptant sur leur petite taille et leur fourrure pour brouiller la vue des chasseurs. Contrairement à l'image répandue dans certaines histoires d'animaux territoriaux et hurlants, le procavide évite la confrontation autant que possible. Leurs cris aigus ne sont ni des proclamations de violence ni des signes de défiance.
Ce sont des fragments de communication élémentaire, des avertissements d'une ombre qui approche ou l'avertissement que la chaleur est déjà insupportable sur la pierre nue. Dans leur monde, point de leadership, point de conquête, point de gloire, seulement une coexistence silencieuse, réglée par la distance et des refuges partagés. Ce qui est le plus extraordinaire, ce n'est pas leur modeste routine, mais leur lignée. Bien qu'ils ressemblent à un rongeur commun, leurs plus proches parents ne rampent pas sur les rochers et ne fuient pas les serpents. Ils partagent des ancêtres avec les éléphants et les lamantins, des créatures aquatiques colossales, dont la vie se déroule aux extrémités opposées du monde naturel. Le procavide est un fragment survivant d'une branche évolutive qui a emprunté le chemin du minuscule, du discret et du terrestre. La preuve que, dans la biologie africaine, rien n'est exactement ce qu'il paraît. Mais la passivité a un prix. Là-haut, suspendu à un courant thermique s'élevant des rochers, un aigle veille. Cet oiseau de proie a appris à reconnaître le moindre mouvement au sol. Une vibration entre les rochers, un réflexe, une course futile. Face à ce prédateur naturel, le procavide n'a aucune chance. Lorsque l'oiseau bondit, il n'y a aucun avertissement. Ses serres se referment sur le corps compact du petit mammifère avec une force qui lui brise les os. Le procavide ne meurt pas instantanément. Il émet un cri court et aigu qui se dissout dans l'air chaud. Il tente de se dégager, de bouger ses pattes arrière, de trouver une crevasse. Mais l'oiseau le retient, le plaque contre le rocher. Il le laisse se débattre, lui accorde un instant de faux espoir. Et lorsque le petit corps ose lutter, l'aigle pousse un cri rauque et sec, un son qui perce le silence de l'après-midi et ébranle la moelle de sa proie. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de pitié. La vie du procavido, contenue dans son immobilité ancestrale, s'achève entre les griffes d'un chasseur qui ne lui accorde aucun répit. Car sur le Kilimandjaro, même les espèces anciennes, celles qui survivent cachées, doivent payer pour leur permanence. Et l'immobilité, ici, est une sentence cruelle. À mesure que vous gravissez les pentes du Kilimandjaro, le paysage change. La terre rouge se refroidit. La végétation devient plus dense et les nuits ne sont plus un refuge de chaleur, mais de gel. Les plantes rabougries et les brouillards permanents couvrent les fissures, seuls les plus résistants persistent. Alors que les espèces plus petites fuient le froid impitoyable des hauteurs, l'aigle trouve dans les sommets du Kilimandjaro non pas une menace, mais un refuge stratégique. Là où l'oxygène est rare et où les vents brisent la roche nue, cet oiseau a appris à dominer des territoires que d'autres évitent. Il préfère les hauteurs, car l'isolement lui garantit moins de concurrence. Sur les hautes falaises, leurs nids sont hors de portée des prédateurs terrestres, et la visibilité sur la vallée ouverte leur permet de détecter le moindre mouvement au sol. Cette adaptation a son prix. Les nuits sont longues et meurtrières. Des blizzards chargés de givre s'abattent sans relâche sur les promontoires. Mais la nature de l'aigle ne lui permet pas de reculer. Lorsque les courants deviennent insupportables et que la neige ensevelit les branches sèches qui constituent son nid, il reste. Il ne bouge pas, ne proteste pas, ne cherche pas refuge. Sur le corps immobile de la mer, les flocons s'accumulent pendant des heures, formant une silhouette fantomatique au milieu de la tempête. À l'intérieur du nid, les œufs fragiles et parfaits protègent la prochaine génération de chasseurs aériens. Chaque minute dans ce froid est un risque, mais aussi une leçon invisible. Il n'y a pas de sacrifice inutile sur la montagne, et l'aigle le sait. Contrairement aux petites proies des vallées qui cherchent refuge à la moindre menace, il reste intact jusqu'à ce que les premières lueurs du jour suggèrent son retour. Lorsque les rayons obliques de l'aube percent la brume basse, l'aigle se secoue. La neige accumulée tombe à ses pieds. Puis elle se dresse majestueusement, dévoilant ses œufs intacts sous sa poitrine. Il a survécu à une nuit impossible. Il a assuré la continuité de sa lignée et réaffirmé sa domination sur des territoires qu'aucun autre prédateur n'ose revendiquer. Là où la vie est improbable, l'aigle écrit discrètement sa propre histoire de résistance. Dans les régions basses du Kilimandjaro, où les hautes herbes forment des couloirs naturels et où les branches mortes craquent sous les pieds de ceux qui ne peuvent pas bouger, il existe un prédateur qui n'a jamais eu besoin de taille ou de renommée pour dominer son environnement.
C'est le serval, un félin de taille modeste, aux pattes longues et fines, aux oreilles disproportionnées, et au regard qui ne recherche pas la confrontation, mais plutôt l'opportunité. Leur routine commence lorsque le reste du monde se dissout dans la chaleur, lorsque les grands carnivores dorment sous les acacias et que les antilopes évitent les zones ouvertes. Puis, parmi les clairières tachetées d'ombre, le serval se déplace. Il ne court pas, ne saute pas sans but, ne signale pas sa présence par des rugissements ou des élans inutiles. Il marche comme quelqu'un qui a déjà tout calculé et qui doit simplement s'approcher pour récupérer ce que les autres ont manqué. Leur arme la plus puissante n'est ni leurs griffes ni leurs crocs, mais leur ouïe. Leurs oreilles complexes et sensibles sont dotées de plus de 20 muscles qui leur permettent de s'orienter de manière autonome et de capter avec précision le moindre son. On peut entendre un insecte frôler 2 brins d'herbe à 20 mètres de distance ou le délicat battement d'ailes d'un oiseau qui descend avec assurance pour chercher des graines dans une clairière. Cette perception acoustique fine est essentielle à leur survie dans un paysage où la furtivité et la vigilance font la différence entre le succès et la défaite. Et cette fois, ce n'est pas différent. Un petit oiseau au plumage brun et à la poitrine pâle picore parmi les buissons épars. Pour tout autre prédateur, il serait invisible, mais pour le serval, il est condamné. Le félin s'accroupit, mesure la distance et au moment où il s'apprête à tendre ses muscles pour le saut, une paire de dik-dik, petites antilopes nerveuses, croise sa ligne d'attaque. Il s'arrête. Il ne montre aucune frustration. Personne d'autre que lui ne sait qu'il va attaquer. Le serval ne se laisse pas dicter ses mouvements par l'instinct. Il attend. Les dik-dik disparaissent dans les buissons et l'oiseau a changé de position. Il est maintenant plus loin, mais dans une zone plus claire. N'importe quel autre animal chasserait à une autre époque. Le serval, lui, ne le fait pas. Car il comprend que tout dans son environnement, de l'ombre d'un rocher à la vibration de l'air, peut être utilisé à son avantage. D'un mouvement précis, il lance son corps à la verticale. Le saut est net, droit, comme propulsé par une force invisible. L'oiseau tente de s'envoler, mais le serval l'attrape en plein vol. Il le frappe de sa griffe tendue, non pas pour le déchirer, mais pour le déstabiliser. L'impact est suffisant. L'oiseau tombe dans l'herbe. Le serval atterrit à côté de lui sans bruit, l'attrape d'une morsure vive et le retire dans les herbes. Pour lui, pas de gloire, pas de témoin, pas d'histoire héroïque. Seulement un fait accompli et une certitude inébranlable. Là où d'autres comptent sur la force ou le nombre, lui règne dans l'ombre, sans que personne ne le voie venir. Tel est son territoire, telle est sa loi. Mais sur le mont Kilimandjaro, tout ne se résout pas avec des crocs, des poursuites brutales ou des sacrifices imposants. Il existe des créatures dont l'existence est régie par d'autres lois, de minuscules êtres qui ont fait de l'opportunité leur mode de vie. Là où la terre se fissure sous la chaleur ou devient humide sous la pluie nocturne, le sol devient une scène sans rapport avec les grandes batailles, mais tout aussi vitale. Dans ces domaines minimaux, le scarabée est roi. Jour et nuit, ces insectes errent dans tous les recoins de l'écosystème. Certains se nourrissent de débris végétaux, d'autres de fragments organiques considérés comme insignifiants par rapport aux autres. Mais ils remplissent tous une fonction spécifique: maintenir l'équilibre invisible qui soutient les géants. Les bousiers, en particulier, ont mis au point une stratégie qui semble absurde aux yeux des humains, mais qui a assuré leur survie pendant des millions d'années. Ils collectent des fragments de crottes animales et, les compactant en sphères parfaites, les transportent sur des kilomètres à travers les sous-bois et le long de sentiers de terre sombre. Cette sphère, loin d'être un déchet quelconque, est une réserve de nourriture, un refuge pour les futures larves et une garantie de descendance. Comment font-ils? Sur leurs pattes arrière, marchant à reculons, guidés uniquement par leur sensibilité au terrain et à la position du soleil. Leur orientation est si précise que, même s'ils sont déviés, ils reviennent à la direction initiale sans effort apparent. Pour eux, le ballon n'est pas seulement une ressource, c'est un investissement vital, et tout n'est pas si simple. Parfois, un autre scarabée détecte cette sphère, et une confrontation s'ensuit. 2 minuscules corps, luttant dans la poussière, tournent autour du petit trésor. Il n'y a pas d'effusion de sang, mais une lutte tendue, chacun cherchant à déplacer l'autre, à s'emparer du butin et à continuer son chemin. Ceux qui triomphent ne crient pas victoire. Ils poursuivent simplement leur chemin, jalonnés par la lune et les étoiles, poussés par une force qui semble disproportionnée par rapport à leur taille.
Cette résistance et cette puissance physique se révèlent dans des chiffres surprenants. Certaines espèces de bousiers peuvent soulever jusqu'à 1140 fois leur propre poids corporel. Une fois la sphère sécurisée, le scarabée poursuit son travail. Ce petit monde compact est non seulement une source de nourriture, mais aussi le lieu de développement de la génération suivante. Le mâle et la femelle creusent un terrier à côté de la sphère, creusant soigneusement une chambre souterraine. Là, la femelle pond ses œufs à l'intérieur de la sphère, qui devient une réserve de nutriments pour les larves à l'éclosion. La boule reste intacte et protégée de l'humidité excessive et des prédateurs, agissant comme un bouclier naturel dans un environnement où la survie n'est pas assurée. Le cycle de vie du bousier est un autre exemple de la manière dont l'adaptation à une niche spécifique a façonné des comportements uniques qui combinent force, stratégie et coopération silencieuse. La reproduction, loin d'être une simple question d'instinct, devient une chorégraphie où chaque mouvement, chaque geste, est conçu pour assurer le succès de la progéniture. Les parents se relaient pour surveiller la chambre, maintenir la sphère propre et compacte, tandis que la vie trouve son chemin sous terre. Cet engagement envers la prochaine génération est l'un des facteurs qui a permis à ces insectes de survivre pendant des millions d'années dans des écosystèmes aussi changeants et exigeants que ceux qui entourent le Kilimandjaro. Tandis qu'ils accomplissent leur travail silencieux et constant, d'autres habitants du sous-sol observent sans intervenir des araignées aux larges pattes velues, cachées dans de profondes crevasses et des tunnels effondrés, attendent leur tour. Et il viendra bientôt. Car toutes les petites créatures n'acceptent pas l'anonymat. Certaines muent silencieusement, changent de forme et réapparaissent avec une nouvelle armure, prêtes à reconquérir ce qui leur revient de droit. Violents, impitoyables. Ils possèdent la détermination des grands félins, la patience des chasseurs expérimentés et une anatomie façonnée au fil de millions d'années pour atteindre une efficacité terrifiante. Sur les flancs secs et rocailleux du Kilimandjaro, les tarentules ne réclament pas d'espace, elles l'exigent. Elles sont les reines incontestées du sous-sol. Bien que minuscules comparées aux prédateurs plus grands, leur taille impose le respect dans le monde des insectes. Aucun ne les égale en poids, en force ou en menace. 8 petits yeux couronnent leur tête. Ils ne voient pas clairement, mais ils détectent les vibrations, les ombres et les moindres mouvements dans le terrain sombre. Leurs sens vont au-delà de la vue. Ce qu'ils ne peuvent distinguer avec leurs yeux, ils le perçoivent grâce aux poils sensoriels qui recouvrent leurs pattes. Grâce à cette extrême sensibilité, chacun de ces 8 membres bouge avec une précision chirurgicale, lui permettant de grimper, de creuser, de capturer ou de rester complètement immobile pendant des heures. Sa routine est basée sur l'attente. Le jour, la chaleur du sol la force à rester cachée. Mais lorsque la roche perd son feu et que l'obscurité s'installe, la tarentule émerge. Elle se déplace silencieusement, contournant les feuilles sèches, évitant les racines. Ses 8 yeux, incapables de distinguer les formes, détectent le moindre mouvement. À quelques mètres, une sauterelle se nourrit, inconsciente de sa présence. La tarentule s'approche lentement, évaluant la distance. À portée, il effectue un bond vif et précis. Les chélicères s'enfoncent, l'insecte se débat, tente un mouvement désespéré, mais le venin circule déjà. En quelques secondes, le corps reste immobile. Puis, le silence. Il ne dévore pas immédiatement. Il transporte délicatement le corps inerte jusqu'à l'entrée de son terrier, où il commence son rituel silencieux. Patiemment, il insère ses crocs et libère lentement des enzymes qui dissolvent la chair. Des heures et des heures peuvent s'écouler pendant qu'il extrait chaque goutte de vie contenue dans sa proie. Pas de précipitation, pas de gaspillage, juste le calme nécessaire à un prédateur qui sait exploiter chaque ressource à sa disposition. Une fois la dernière fibre consommée, la tarentule retourne à son refuge souterrain. Elle peut passer des jours, voire des semaines, sans quitter la sécurité de son terrier, attendant une nouvelle opportunité que la nuit lui offrira. Mais la chasse n'est pas son seul moyen d'existence. À certains moments du cycle saisonnier, une autre pulsion, plus ancienne et plus impérieuse, la pousse à agir. C'est un appel silencieux, imperceptible pour quiconque n'appartient pas à ce monde d'ombres et de terriers. Lorsque vient le moment de la reproduction, le mâle quitte sa cachette et parcourt de longues distances à la faveur de la nuit. Sa recherche est prudente, empreinte d'urgence et de risque. Lorsqu'il trouve la femelle,
il doit s'approcher avec une extrême prudence, annonçant sa présence par de subtiles vibrations dans le sol et les fils de soie environnants. Chaque mouvement est un pari risqué, un faux pas, et la femelle le prendra pour une proie. Ce n'est qu'alors, après une série d'approches tendues, qu'il déposera une minuscule goutte de sperme dans un filet spécialement tissé. Avec la même précision, il utilise ses pédipalpes pour le transférer dans le corps de la femelle. S'il parvient à battre en retraite à temps, il est en sécurité. S'il tarde, il pourrait être dévoré en quelques secondes. Pour elle, il n'y a pas de distinction entre un partenaire et une source de nourriture. La femelle fécondée protège les œufs dans une poche épaisse, résistante et soyeuse, qu'elle garde cachée parmi les replis les plus profonds de son abri. Là, à l'abri de la lumière et des prédateurs, il garde la prochaine génération pendant des semaines, surveillant inlassablement chaque mouvement dans son environnement. De ce sac émergeant des dizaines, parfois des centaines de jeunes, fragiles, translucides, à peine visibles dans la pénombre du sol. Leurs minuscules pattes se déploient maladroitement et leurs premiers mouvements sont erratiques et désordonnés. Certains tentent de grimper à l'intérieur du sac soyeux, d'autres tombent sur le sol meuble. La femelle reste immobile, vigilante. Elle n'intervient pas, mais perçoit la moindre vibration environnante. Pour les jeunes, les premiers instants sont cruciaux. N'importe quel insecte, même un autre membre de la portée, peut devenir une menace. Certains se dispersent aussitôt, cherchant refuge sous les racines et les rochers. D'autres restent à la traîne, plus lents, condamnés à la première attaque opportuniste. Seuls les plus rapides et les plus discrets parviennent à échapper à ce premier cercle vicieux. Les semaines passent et les corps fragiles commencent à durcir. À chaque cycle de croissance, leur peau devient un obstacle, une prison qu'ils doivent quitter pour survivre. Et puis, le point culminant, le muet. Tout au long de sa vie, la tarentule doit muer des dizaines de fois. C'est un processus lent, épuisant et dangereux. Cela commence la nuit. L'araignée est couchée sur le côté. Elle respire bruyamment. La vieille peau commence à se fissurer sur la partie dorsale du céphalothorax. Peu à peu, elle pousse avec ses pattes arrière, libérant d'abord l'abdomen, puis les pattes, une à une, en les tordant soigneusement pour ne pas les briser. Le risque est réel. Si une partie se coince, qu'il s'agisse d'une articulation, d'une griffe ou d'un croc, cela peut entraîner la mort. Une tarentule mal muée ne peut pas se nourrir ni se déplacer efficacement. Mais pas celui-ci. Celui-ci parvient à se libérer, entier, en un seul morceau, toujours immobile, son corps brille, vulnérable. Sa nouvelle peau est douce et mettra des heures à durcir. Mais c'est déjà une peau différente. Son exosquelette renouvelé lui permettra de grandir, de chasser des proies plus grosses et de défendre son repère plus efficacement. Dans l'obscurité du terrain, il attend. Tout a changé. Et pourtant, elle est toujours là, répétant un cycle ancien, solitaire et parfait. Le sous-sol recèle des secrets que peu de gens découvrent. Et cette créature, aujourd'hui réincarnée, en fait partie. Dans les zones les plus denses de la jungle qui entourent les contreforts du Kilimandjaro, où l'humidité s'accroche à l'écorce et où de minuscules sons tissent une texture homogène, un insecte reste immobile sur une large feuille. Reposez-vous. Ignorez les mouvements du vent et le bruissement des feuilles. Mais quelqu'un le surveille. Du haut d'une haute branche, deux yeux asymétriques le fixent depuis des minutes, sans bouger, sans cligner des yeux. Chacun tourne de manière autonome, scrutant les environs, localisant simultanément menaces et proies. Lorsque les deux se concentrent dans la même direction, une attaque est imminente. Sans prévenir, une langue visqueuse et extensible, lancée à une vitesse étonnante, s'attache au corps sans défense de l'insecte. Le caméléon l'avale aussitôt, sans faire d'histoire, sans considération. Pour lui, pas de surprise, juste la routine. Plus de 20 espèces de caméléons peuplent les forêts montagnardes et humides du Kilimandjaro. Chacune d'entre elles a atteint un degré remarquable de spécialisation biologique. Leur corps peut prendre des nuances de vert foncé, de jaune cendré ou de brun tacheté selon l'environnement et leur état physiologique. Mais le véritable aspect hypnotique réside dans ses yeux. Chacun d'eux bouge indépendamment, lui permettant de parcourir presque 360 degrés sans même bouger son corps. Ce phénomène est une adaptation évolutive. Sa vision divisée lui permet de surveiller les prédateurs et de détecter les proies en même temps.
minimisant ainsi toute exposition inutile. Pendant la journée, le caméléon se déplace avec une lenteur étudiée. Une patte bouge, tandis que les 3 autres restent immobiles. Cette progression quasi artificielle évite de générer des vibrations dans les branches. Lorsqu'elle trouve une ouverture dans la lumière, elle s'arrête, absorbe la chaleur et reprend sa progression. Ses pattes préhensiles, aux orteils disposés en groupes opposés, fonctionnent comme des pinces précises, lui permettant de saisir même les branches les plus fines. Parfois, sans prévenir, un autre caméléon envahit son territoire. Il n'y a pas d'affrontement violent. L'affrontement se déroule en silence, à travers un déploiement de couleurs intenses. Verts irisés, rouge pâle, noir profond. Celui qui parvient à imposer la teinte la plus agressive et convaincante conserve sa position. Le perdant, ternissant ses tons et revenant au vert terne du feuillage, se retire sans chichi, se glissant entre les branches à la recherche d'une place moins disputée. Cette capacité à changer de couleur n'est pas seulement une fantaisie visuelle. Derrière cette transformation se cache un système complexe de cellules spécialisées appelées iridophores, qui contiennent des cristaux nanométriques. Ceux-ci reflètent la lumière de différentes manières, permettant au caméléon de moduler les tons en fonction de l'environnement, de son humeur, de la température ou de la présence de rivaux. En quelques secondes, cette stratégie vitale peut décider si un caméléon reste inaperçu ou devient une proie. Cependant, dans la dernière étape de leur vie, certains spécimens montrent une transformation différente, moins contrôlée et beaucoup plus vulnérable. Le caméléon vieillissant commence à perdre la précision de son mimétisme. Son corps prend des couleurs contradictoires, des verts électriques mêlés à des tons violets et des éclats d'ocre, ne répondant plus à aucune menace, cours ou dispute territoriale. C'est votre dernier réflexe biologique. Quelques minutes avant de mourir, le corps entier du caméléon explose dans une succession de couleurs impossibles. Cellules iridophores se détraquent, libérant leur dernier motif de teinte comme si l'organisme essayait, dans ces dernières secondes, d'englober toutes les couleurs de son existence. L'animal reste immobile, couvert par cette lumière vive et absurde, dans une clairière où la végétation recule. Et alors, une question inévitable se pose. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un caméléon avant de mourir ? Revoit-il son propre corps? Ressent-il une dernière fois la jungle? Se souvient-il d'anciens affrontements ou de chasses éphémères? La nature ne donne pas de réponse, elle ne laisse que des traces. Et sur l'écorce, le corps du caméléon repose, couvert de nuances que personne ne reverra jamais. Sur les pentes du majestueux Kilimandjaro, où la brume matinale s'accroche à la cime des arbres et où l'humidité imprègne chaque recoin de la forêt, la faune déploie ses stratégies de survie dans une routine marquée par le risque et l'adaptation constante. Cette enclave montagneuse, recouverte d'une végétation luxuriante et exposée à des conditions météorologiques imprévisibles qui peuvent changer en quelques heures, est une mosaïque d'écosystèmes où chaque espèce joue son rôle dans un réseau complexe de vie. Depuis les hauteurs de la canopée, où la lumière du soleil filtre à peine à travers les feuilles, jusqu'aux sous-bois sombres et emmêlés, où les racines des arbres géants créent un labyrinthe impénétrable. La compétition pour la nourriture, l'abri et la reproduction rythment la vie. Il n'y a pas de répit pour ceux qui habitent ce monde vertical. Au sommet de cette haute forêt, les singes colobes règnent en maîtres. Ces primates se distinguent à la fois par leur apparence élégante et par leur capacité inhabituelle à se déplacer avec précision entre des branches séparées par des écarts allant jusqu'à 15 mètres. Leur corps est adapté à ce défi, avec des membres longs et musclés qui leur permettent d'effectuer des sauts spectaculaires avec une agilité et un équilibre exceptionnels. Son pelage noir brillant et bicolore avec de longues rayures blanches le long de son dos, de ses épaules et de sa queue touffue agit comme un phare visuel parmi le feuillage dense, aidant à maintenir la troupe ensemble même dans les zones où la vision directe est presque impossible. Ces singes ont développé un régime alimentaire unique. Ils sont presque strictement folivores, dépendant des jeunes feuilles, des pousses tendres et des fleurs qui poussent haut dans les arbres les plus inaccessibles. Ce type de régime, pauvre en nutriments facilement assimilables, les a obligés à développer un système digestif unique parmi les primates. Un estomac à plusieurs chambres semblable à celui des ruminants, rempli de bactéries symbiotiques capables de fermenter la cellulose et d'extraire l'énergie cachée dans les fibres végétales.
Sans cette adaptation, la vie de ces primates serait pratiquement impossible. Mais même à haute altitude, des dangers guettent. Leur exposition à la canopée en fait des proies potentielles pour des chasseurs silencieux comme les léopards arboricoles, les aigles couronnés et les serpents constricteurs qui rôdent parmi les branches. La vigilance est donc un élément essentiel de leur routine quotidienne. Tandis que certains cueillent et mâchent tranquillement des feuilles, d'autres restent vigilants, observant depuis des positions stratégiques le moindre mouvement étrange ou bruit inattendu. La coopération est vitale. Un seul cri d'alarme suffit à déclencher un vol synchronisé, une danse de sauts et de bonds vers les zones les plus denses de la canopée où le prédateur perd son avantage. Au cœur de la troupe, les jeunes sont l'atout le plus précieux. À la naissance, leur fourrure d'un blanc immaculé leur permet de se fondre dans la brume matinale et d'échapper à la détection. Après 3 mois, leur pelage s'assombrit et prend la couleur noire et blanche classique des adultes. Les femelles coopèrent pour s'occuper des petits. Elles se relaient pour les porter, les protéger et les bercer, créant ainsi un cercle de protection en cas de repos ou de danger. Si un prédateur rôde, les jeunes sont abrités sous le corps de leur mère ou déplacés vers des endroits plus sûrs dans l'enchevêtrement de branches. Non loin de là, un autre groupe explore un groupe de figuiers sauvages à la recherche de nourriture fraîche. Les mâles alpha, gardiens du territoire, vocalisent fort. Leur grognement profond traverse le feuillage, avertissant les troupes voisines de leur présence. Ces cris, qui peuvent être entendus à plus d'1 kilomètre de distance, servent à éviter des rencontres inutiles avec des groupes rivaux et des combats potentiellement mortels. Mais les lois de la forêt ne sont pas toujours respectées. Cette femelle est entrée en chaleur, déchaînant une tension palpable dans l'air. Son odeur, imperceptible pour les humains, mais irrésistible pour les chiens colobes, perturbe le quotidien. 2 mâles adultes se fixent du regard. La méfiance brille dans leurs yeux. Le premier défi est subtil. Une posture droite, un grognement sourd. Puis viennent les démonstrations de force. Des branches violemment secouées, des bonds puissants, des grognements qui percent le silence de la canopée. Les jeunes femelles et les jeunes oursons s'éloignent prudemment, entourant les mères avec leurs bébés allaités. L'affrontement est inévitable. Les mâles se jettent les uns sur les autres avec une fureur débridée. Pas de stratégie, juste la force brute. Morsures au cou, bousculades pour déséquilibrer l'adversaire et coups de pied visant les zones vulnérables. Les branches tremblent, les feuilles vertes tombent en cascade et les cris se mêlent au craquement du bois sous le poids des combattants. Au bout de quelques minutes, l'un des mâles, blessé et épuisé, bat en retraite. Humilié, il s'éloigne du groupe, tandis que le vainqueur reste debout à côté de la femelle réceptive, garantissant ainsi son droit de se reproduire. Mais le calme sur le Kilimandjaro est de courte durée. À la tombée de la nuit, le froid remplace la chaleur diurne et les colobes se blottissent les uns contre les autres pour conserver la chaleur. Incapables de construire des nids complexes, ils comptent sur l'épaisseur de leur fourrure et la chaleur partagée. Ils se nichent sur d'épaisses branches, leur corps entrelacés dans une tapisserie noire et blanche qui se fond dans l'obscurité. Les jeunes, encore nourris au lait maternel, se cachent sous le manteau chaud de leur mère, protégés du vent et de la rosée. L'aube ramène l'activité dans la forêt. Les premiers rayons du soleil illuminent la rosée accumulée sur les feuilles, source d'eau essentielle dans cet écosystème où les ruisseaux se font rares. Les singes colobes reprennent leur recherche de nourriture, se déplaçant prudemment à travers les arbres. Mais ils ne sont pas seuls. Oiseaux, insectes et autres espèces de primates explorent également la même canopée, se disputant bourgeons et fleurs. La compétition est féroce et constante. L'équilibre est fragile. Pour éviter d'épuiser les ressources d'une région, les troupes de colobes parcourent chaque jour de grandes distances, empruntant des itinéraires variés qui leur permettent de trouver de nouvelles sources de nourriture. Cependant, chaque mètre supplémentaire parcouru augmente le risque de rencontrer un prédateur ou un groupe rival. Dans ce monde vertical, la survie dépend de chaque décision, de chaque saut. Ainsi se déroule la matinée. Tandis qu'une troupe dévore les jeunes pousses d'un figuier, un silence soudain s'abat sur la forêt. Les oiseaux se taisent, les feuilles cessent de murmurer. Quelque chose rôde. Le mâle alpha cesse de mâcher, quelque chose l'alerte. Un grognement bref parcourt le groupe, signe indubitable de danger.
Dans l'ombre, la silhouette agile d'un léopard arboricole émerge tel un spectre. Son corps souple, adapté à la chasse en haute altitude, glisse entre les branches avec une dextérité à glacer le sang. Il a traqué la troupe pendant des heures, attendant une erreur, un oisillon distrait, un jeune isolé. Le chaos éclate. Des cris aigus percent l'air, les jeunes oiseaux pleurent et les femelles les protègent de leur corps. Les mâles sautent de branche en branche, semant la confusion pour distraire le prédateur. Le léopard se jette sur un jeune colobe qui a pris du retard. Mais la branche cède légèrement sous son poids, et cet instant suffit. Le jeune singe saute dans un arbre voisin, sauvant sa vie de justesse. Le léopard grogne de frustration. Ses yeux cherchent une autre victime, mais la troupe s'est déjà dispersée dans le fourré dense et inaccessible. La chasse a échoué, mais sur le Kilimandjaro, rien n'est définitif. La patience reste le meilleur allié du chasseur. Lentement, le léopard commence sa descente, sentant soigneusement chaque branche. Les colobes, toujours tendus, observent d'en haut. Ils savent que le danger ne disparaît jamais complètement, alors que le jour commence à décliner et que les dernières particules dorées s'étendent sur la savane du Kilimandjaro. La montagne et ses pentes descendent dans un calme dangereux. Les impalas, avec leurs oreilles toujours en alerte, savent qu'à ce moment-là, chaque son, aussi insignifiant soit-il, peut faire la différence entre la vie et la mort. Mais il y a un silence particulier qui n'appartient ni au vent ni aux buissons qui se posent dans la brise nocturne. C'est un silence pesant et dense qui pèse sur l'air. Et il trahit la présence de quelqu'un, immobile, ne respirant pas plus que nécessaire. À quelques mètres de là, caché derrière un réseau de buissons d'acacia bas, des yeux fixes étudient chaque mouvement du jeune impala qui s'est éloigné du groupe. Il n'y a ni urgence, ni faim désespérée, seulement une patience infinie. C'est le léopard, mais pas le chasseur qui bondit des branches. C'est un autre animal, un animal qui comprend que parfois, une peur prolongée détruit avant même un coup de patte. L'impala le sent, mais ne le voit pas. Il sait que quelque chose le suit. Il le sent dans sa peau. Les feuilles ne bruissent pas, les branches ne tremblent pas. La panique envahit l'esprit de cette proie, un sentiment qu'elle regrettera dans les minutes qui suivent. L'impala s'arrête, il lève la tête. Ses oreilles tournent comme des antennes. Ses pattes sont tendues, prêtes à une ruée qui ne sait où donner de la tête. Il n'y a pas d'échappatoire sans but. Et le léopard le sait. Il reste immobile, observe, apprend. Car leur art ne consiste pas toujours à attaquer immédiatement. Ce sont des animaux savants. Ils découvrent des schémas, mémorisent les nerfs de leurs victimes. Ils savent combien de secondes il faut à un impala pour prendre une décision. Et cette nuit n'est pas faite pour tuer, mais pour semer la peur. La scène s'éternise. Personne ne bouge. L'impala fait un pas, puis un autre, et puis il le sent. Un souffle bref, un imperceptible contact de l'air sur sa nuque. Le prédateur a changé de position. Il n'a pas sauté, il n'a pas couru. Il a juste déplacé son corps sur le côté. Juste assez pour vous faire savoir qu'il est toujours là. Qu'il n'est pas en sécurité, qu'il y a quelque chose dans les sous-bois qui ne se fatigue pas. Ce jeu peut durer des minutes, parfois plus longtemps. La vraie peur ne réside pas dans l'embuscade. Elle réside dans l'observation, dans la certitude qu'on ne peut échapper à ce qu'on ne voit pas. Et cette nature, dans ses plus cruels, n'accorde pas toujours le soulagement d'une persécution ouverte. Parfois, il laisse sa proie s'endormir avec la terreur vivante dans ses os. L'impala, désespéré, pousse un beuglement aigu, un son qui n'est pas seulement un avertissement. C'est un appel à tout autre impala qui pourrait l'entendre. Mais il n'y a pas de réponse. Le troupeau a continué sa route, comme le veut la loi de la jungle. Et dans cette solitude, le jeune impala est perdu. Le léopard fait volontairement un dernier faux pas, de sorte qu'une branche tremble. Et à cet instant, pris de panique, l'impala s'enfuit. Il court sans but, fendant le sol de ses sabots, car il n'est plus possible de penser, plus de stratégie. Seulement la fuite. Et c'est ce que voulait le léopard, semer le chaos, repérer le chemin, découvrir les faiblesses. Il n'y aura pas de sang ce soir, mais il a planté une graine, une marque mentale qui, à la prochaine chasse, fera hésiter cet impala, le fera fixer une seconde de trop un buisson immobile. Et cette seconde sera suffisante. C'est ainsi que la peur chasse. C'est ainsi que le léopard agit lorsqu'il décide de ne pas attaquer. Ce que les autres bêtes accomplissent avec leur croc, il l'accomplit en attendant. Et sur le Kilimandjaro,
Le silence a toujours un propriétaire. La nuit s'est installée sur le Kilimandjaro comme une main chaude et dense. Les bruits de la montagne se dispersent parmi les hautes herbes et les branches sèches. Mais tous les chasseurs ne dorment pas. Il y en a un qui se souvient, qui attend, qui garde en mémoire l'humiliation d'une retraite. Et ce soir, il a décidé de ne pas oublier. Le léopard se déplace à travers les arbres bas et les sentiers qu'il semble être le seul à connaître. Il ne vise pas le groupe entier de babouins, ni un seul mâle dominant. Sa cible est autre, plus efficace. Il a remarqué les jours précédents que la troupe se déplace chaque soir vers un creux où les arbres sont moins abondants et les ombres plus concentrées. Là, les jeunes sont laissés aux soins des jeunes femelles, tandis que les adultes les plus forts se dispersent à la recherche des fruits restants. Le léopard n'a pas besoin d'affrontement. Il sent qu'attaquer toute la meute signifierait une mort certaine. Mais il comprend les règles tacites de ce petit monde. Prendre un petit n'est pas seulement une vengeance, c'est un coup porté à l'essence même du groupe, à sa sécurité. C'est semer la peur là où ça fait le plus mal. Profitant de la distraction du groupe dispersé et de l'avantage naturel de l'obscurité, le chat glisse parmi les cimes basses des arbres. Il ne bouge pas au sol, il n'en a pas besoin. D'en haut, il repère un lionceau errant qui s'est endormi à un demi-mètre de la sentinelle. Il ne descend pas immédiatement, il observe, il calcule. Elle laisse le vent tourbillonner en sa faveur, les feuilles d'un buisson bruissent et distraient la personne qui s'occupe d'elle. C'est alors seulement, dans un mouvement si fluide qu'il est à peine perceptible, qu'elle descend à mi-saut, attrape le bébé d'une morsure précise au cou et s'envole à nouveau parmi les branches. Tout cela en silence, sans que la troupe ne remarque rien, si ce n'est le silence soudain d'un bébé qui ne fait plus de bruit. Il n'emmène pas les petits avec lui dans les grands arbres où il mange habituellement. Pas cette nuit-là. Il décide de la laisser à mi-chemin, sur une branche basse et visible, à la vue de tous les membres du groupe. Un avertissement. Un signe. Un rappel que même en temps de calme, il existe un prédateur qui n'oublie pas. Lorsque les babouins découvrent la perte, le chaos s'installe. Des cris aigus perforent la nuit et toute la troupe se rassemble autour de l'arbre. Mais il est trop tard. Le léopard a disparu parmi les branches, ne laissant que le poids de sa présence. La montagne retrouve le silence. Mais ce n'est plus le même silence. Il est désormais teinté de peur. Ainsi, le léopard retrouve sa place. Non par la force brute, mais par la vengeance, exécutée avec la rigueur d'un prédateur qui ne se limite pas au sang. Il comprend que parfois, le véritable contrôle consiste à laisser les autres vivre en sachant que quelqu'un les observe. Là-haut, la cime des arbres reste sombre, les pierres conservent encore la chaleur d'un soleil éteint et les clairières herbeuses se teintent de formes allongées. Ce qui, le jour, était le théâtre de chasse, d'affrontements et d'évasion est désormais plongé dans un calme dense, à peine troublé par le chant lointain d'un oiseau de nuit. Ici, sur cette montagne ancestrale, la violence ne s'arrête pas au coucher du soleil. Elle change seulement de forme. Dans les parties basses, les fourmis légionnaires poursuivent leur progression et des prédateurs opportunistes rôdent aux abords à la recherche de traînards. À mi-pente, les caracals se cachent sous les buissons. Les serpents attendent immobiles et les babouins tentent de dormir, se souvenant des cris du jour. Plus haut, là où la végétation se dissout dans la roche, les procavidas échappent à leur destin, tandis que les aigles observent d'en haut, prêts à punir l'immobilité des faibles. Et au milieu de tout cela, le léopard. Observateur, patient, maître d'une stratégie qui ne repose pas sur l'orgueil immédiat, mais plutôt sur l'opportunité. Il a échoué, il a attendu, il a payé son prix. Car dans cet environnement impitoyable, défaite et victoire ne sont que des pauses dans une séquence sans fin. Des plaines brûlantes aux neiges persistantes des sommets. Le Kilimandjaro n'est pas seulement une montagne, c'est un paysage d'extrême où cohabitent délicatesse et brutalité, beauté et mort. Un espace où chaque être vivant, grand ou petit, écrit son histoire sur Terre, ne serait-ce que pour un jour, juste pour une nuit. C'est ainsi que cet endroit est maintenu. C'est ainsi que le cycle se poursuit. Mais ce n'est pas la fin, car à chaque aube, une nouvelle histoire prend forme. Et dans l'ombre de cette montagne ancestrale, il reste toujours quelque chose à découvrir. La nature ne s'arrête pas. C'est le monde qui décide quand détourner le regard.